Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes et surtout bonjour Sachine. J'espère que tu vas bien. Comment tu te sens ce matin? Bonjour Fabienne, merci beaucoup pour l'invitation. Je me sens bien, je ne sais pas ce qui m'attend et ça me réjouit. Super. Donc en fait, ça c'est un petit épisode un peu spécial qu'on va faire avec Sachine. Tout part de nos échanges multiples sur LinkedIn parce que nous sommes des addicts de LinkedIn. Toutes les deux, nous sommes très présentes dessus et je sais pas, d'un échange, de rééchange. Je me rappelle même plus d'où part l'histoire, mais c'était de pouvoir faire ensemble une situation un peu comme un coaching. Ça sera jamais exactement comme une séance de coaching parce que on sait qu'on nous écoute et j'ai préparé quelques questions. Mais en tout cas, l'idée étant que tu vas nous exposer un de tes sujets et on va travailler dessus. Donc avant de commencer cette mini séance de coaching, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir, je m'appelle Sachine Siro, moi je suis basée en Suisse. Je fais du marketing depuis 25 ans et d'ailleurs Fabienne et moi, on a un petit parcours commun parce qu'on a toutes les deux été chez L'Oréal Professionnel, même si on ne se connaissait pas à l'époque. Non, non, malheureusement. Et puis, il y a 10 ans maintenant, en 2013, je suis devenue indépendante pour aider et marketer des entreprises qui en ont peut-être plus besoin que les multinationales qui ont énormément de départements marketing, communication. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que souvent, quand on a besoin de se développer, parce qu'une entreprise qui fait appel à un marketeur, c'est pour se développer, pour faire de la croissance, et je me rendais compte que souvent, le problème était le même, un manque de notoriété, de visibilité, qui passe aujourd'hui évidemment beaucoup par Internet, par le digital. Je me suis spécialisée en algorithmie et aujourd'hui, ma petite botte secrète, c'est le référencement éditorial et j'aide les entreprises à être visibles à travers les moteurs de recherche, leur contenu, leurs textes sur Internet. Et donc, quelles sont les tailles d'entreprises pour lesquelles tu travailles aujourd'hui, Sachine? Pour que les gens puissent s'en rendre compte s'ils peuvent faire appel à toi. Énormément d'indépendants, solopreneurs, freelance, des personnes pour qui c'est un peu une question de survie d'être visible, Mm. qui ont des sites web, ou bien qui ont des offres et qui sont pas claires, parce que je fais quand même à la fois le marketing et à la fois le référencement. J'ai encore ces deux casquettes, et heureusement, parce que l'une nourrit et aide l'autre. Donc beaucoup, beaucoup d'indépendants. Je dirais que ça représente peut-être à peu près 30-35% de mon chiffre d'affaires et de ma clientèle. Et puis après, des entreprises de taille PME, 10, 15, 20 personnes, ça c'est mon maximum. Donc vraiment des tailles mesurées Un site. où généralement je travaille avec soit le fondateur, le directeur ou bien le responsable communication. D'accord. Donc ce sont des entreprises généralement qui n'ont pas, comme tu disais, parce qu'on vient de nous de grandes entreprises, de services marketing et qui font appel à toi. Et donc ta valeur ajoutée, c'est le fait que toi tu fasses à la fois la partie marketing stratégique et à la fois la partie opérationnelle pour eux. C'est ça? Absolument, Ok, absolument. super, c'est très clair. Merci beaucoup, Chastine, pour moi c'est très clair. Si tu voulais rajouter quelque chose? Pas du tout, je te Non, c'est remercie. cool. Super. Alors, je sais que... alors moi, ce qui m'intéresse avant de commencer, j'ai quelques petites questions personnelles hein, pour mieux te connaître. Donc, tu nous as dit que tu étais salarié, et moi, ce que j'aime bien dans tes écrits, c'est que quand tu parles du salariat, tu parles de manière très positive de cette partie, de cette période de ta vie. Et donc, est-ce que tu peux nous donner une chose que vraiment tu as aimé, en fait, quand tu étais salarié? Oh là là, il y en a beaucoup. Ça a été vraiment les meilleures années professionnelles que j'ai vécues. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat, mais ce que j'ai aimé dans le salariat, c'est déjà le groupe, les collègues, la hiérarchie, la force. Quand je prenais mon téléphone et je disais bonjour, je suis Sachine, directrice marketing de L'Oréal, il y avait un poids, une posture que je trouve plus difficile à avoir aujourd'hui quand je dis bonjour, je suis Sémanticéo. Donc voilà, il y a ce côté, la force du groupe. Hmm. Et le fait d'avoir cette notion de collègue ou d'hierarchie, tu vois, les gens, Hmm. ça veut dire que quand toi, tu as des idées, aussi géniales soient-elles, tu vas toujours avoir un père, un collègue, tu as soit du même échelon, soit au-dessus, qui va t'amener ailleurs. Et ça, des fois, je trouve que c'est plus difficile de le trouver quand tu es seul. Donc j'aimais ça. J'aimais aussi mes collaborateurs, souvent plus jeunes, avec des idées débordantes, et on avait une force de créativité, de brainstorming
que j'ai plus retrouvé depuis. Et évidemment, je te parle pas des repas du midi, des soirées, voilà, ce côté très famille. Hmm. Et c'est vrai que moi, j'ai été 10 ans toute seule comme indépendante. Et il y a 3 ans, en créant Sémanticéo, j'ai choisi d'avoir des employés, des salariés, parce que j'ai cherché à recréer Hmm. cet esprit d'équipe. D'accord, ok, super. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que pour toi, ce qui est important, ce que j'entends, c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire cette capacité à créer un plus gros cerveau que le sien unique, et donc par les échanges, par les feedbacks, de faire émerger de nouvelles idées ou de repenser certaines idées. C'est un peu ça ton Et idée. au moment où on est tous dans le même bateau, sur Voilà, le c'est même ça, avec un même objectif, objectif. voilà. Ok. Aujourd'hui, je le trouve encore beaucoup avec des amis entrepreneurs, avec du mentoring, il y a plein de manières de pouvoir stimuler des intelligences collectives, mais on n'est pas toutes dans ce Hmm. même enjeu de on a le lancement du mois prochain et tout le monde dans ce bateau. Donc c'est ça que j'aimais D'accord, beaucoup. super. Ouais, d'accord. Donc je comprends mieux. C'est-à-dire que c'est vraiment avec un objectif commun. Et d'où moi une des questions que j'ai eues à un moment donné, justement en tant qu'indépendante, ça me parle beaucoup ce que tu dis. En plus, voilà, pareil. Je viens de L'Oréal aussi, donc on a exactement le même référentiel et que je suis en train de traverser. Moi, ça fait 3 ans que j'ai créé mon entreprise. Et ben, c'est de créer des partenariats, c'est-à-dire de créer des partenariats pour un projet. Donc l'année dernière, j'ai fait un séminaire, par exemple avec Marion et Céline, et donc j'ai retrouvé ce dont tu parles, cette énergie que je trouve fabuleuse, et qu'on est moins seul face aux décisions, moins seul face aux difficultés. On peut partager ce qu'on ressent. Donc c'est vrai que c'est chouette pour ça. Mais je suis assez d'accord que je pense que c'est un peu notre côté aussi. Objectif, centricity, je sais pas comment dire ça, mais c'est-à-dire que nous on avance avec des objectifs. Voilà ce que j'entends. Parce que moi, le mot que j'utilisais à l'époque, c'est on est drivé résultat. Voilà, c'est ça, Vraiment exactement. le mot. Et donc c'est intéressant parce que ça, pour l'avoir étudié pas mal avec tous mes clients qui sont à mon image bien évidemment, et donc qui sont drivés comme tu dis résultats, il y a plein de choses qui arrivent entre guillemets à cause de ça. Donc je suis sûr que dans ton sujet ça va apparaître parce que c'est bien présent chez nous. Alors si ça te va, on commence, on regarde où ça nous emmène. D'accord. Et puis, si on a encore un peu de temps, j'ai deux, trois questions pour finir le podcast pour vraiment encore savoir quelques motivations qui m'intéressent à savoir sur toi, si jamais Volontiers. ça ne vient pas dans la discussion. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands défis que tu as en ce moment? On est début 2024. Souvent, on a fait le bilan 2023 et on a commencé la stratégie 2024. Et je suis sûr que toi, tu es déjà au taquet sur cette partie-là. Quels sont pour toi les grands défis que tu as en ce moment? Tu dis, voilà, dans l'état dans lequel je suis, à quoi je dois faire face? Alors, mon défi, il est financier. Et D'accord. comme c'est pas forcément le domaine qui me stimule ou m'épanouit ou m'éclate le plus, et on peut faire une petite référence aussi avec, tu vois, quand tu es dans une grande entreprise, tu as des budgets qui sont très larges. Donc, j'ai jamais été confrontée à je dois regarder mes comptes. Est-ce que j'ai engrangé suffisamment de chiffre d'affaires pour payer les charges? Le fait que j'ai démarré tout de suite avec des salariés, bah, ça veut dire que mes charges ont tout de suite été très lourdes. Donc j'ai la nécessité, l'obligation d'engranger beaucoup de chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qu'il faut aller chercher vraiment à la canne à pêche, etc. Il y a des mois qui sont explosifs, il y a des mois qui sont tendus. Donc quand je dis défi financier, je parle à la fois du chiffre d'affaires, faire de l'acquisition client, trouver des nouveaux leviers d'acquisition, des nouvelles sources. Tu disais en introduction que toutes les deux, on était assez présentes sur LinkedIn. C'est vrai que c'est une belle source d'acquisition pour moi. Elle ne suffit pas. Et je me demande d'ailleurs si elle s'épuise un petit peu, elle s'étiole un petit peu. Ça veut dire pour moi un enjeu financier, mais aussi commercial en même temps. Donc Hmm. ça, c'est un premier enjeu. Comment tu fais plus? Après, j'ai un deuxième enjeu qui est celui vraiment de la gestion de ma trésorerie, des investissements. Pareil, je viens de groupes où on investit avec beaucoup de zéros, Hmm. parce qu'on sait qu'investir beaucoup, ça amène de la croissance. Eh ben, moi, si j'investis, c'est directement un trou dans ma trésorerie.
Est-ce que j'ai la certitude que ça va pouvoir engranger un bon retour Mmh. sur investissement ou pas? J'aime prendre des risques, je prends beaucoup de risques. Est-ce que ces risques vont payer? Et est-ce que j'ai moi-même le coussin si jamais le risque ne payait pas? Mmh. Mmh. Tu fais un investissement à 8 000, 10 000 euros. Alors si c'est un mauvais choix, est-ce que j'ai les reins ou les épaules suffisamment solides pour pouvoir me le permettre? Donc Mmh. c'est vraiment, c'est tout un ensemble, tu vois, financier. Les personnes qui sont spécialistes du domaine elles disent mais ça veut rien dire, c'est beaucoup de choses le côté financier. Mais Oui. c'est ça, c'est vraiment que je dois bien traquer mes chiffres, j'ai presque envie de dire mieux, les traquer plus régulièrement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et moi, mon souhait, c'est vraiment de grandir. Ça veut dire d'offrir plus de postes de travail, de pouvoir recruter. Mmh. Et un recrutement en contrat fixe, Mmh. ah bah, c'est un sérieux enjeu. Voilà, donc mon esprit est beaucoup occupé par ces sujets-là, qui sont, c'est ce que je t'ai dit au début, qui sont pas les sujets qui m'éclatent. Mmh. Je préfère réfléchir à un nouveau produit, comment je vais le formater, comment je... Ça, c'est du marketing. Et puis quand on rentre plus dans des sujets d'acquisition, des fois je me dis, mais c'est quand même pas mal sales. Ou quand on est dans des sujets plus trésorerie, je me dis, ça c'est quand même assez direction financière. Et j'ai Mmh. des fois le sentiment que je dois faire beaucoup de choses qui ne sont pas mon cœur de métier. Mmh. Est-ce que je suis qualifiée pour les faire? Est-ce que je suis la meilleure pour les faire? Sinon, est-ce que j'ai les fonds pour le déléguer? Donc Mmh. voilà, autour de la notion financière, pour moi, il y a plein de décisions qui sont vraiment majeures et des fois, je patauge. Mmh. Et donc aujourd'hui, donc alors, juste pour reformuler, c'est donc toi, quand tu parles financier, il y a deux dimensions, acquisition client et gestion de la trésorerie, des mouvements, quoi, des flux financiers. En fait, Avec, c'est comment tu peux... et pouvoir, mais tout ça dans un objectif, en fait, ton objectif, c'est de prendre les meilleures décisions, ce que j'entends. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Assurer une bonne rentabilité pour Ouais, assurer de payer les salaires. oui. C'est vraiment ça. Et puis après, ben, suffisamment de rentabilité aussi pour pouvoir faire de la croissance. Faire de la croissance. Ok. D'accord. Et toi, ton ambition, parce que tu l'as un petit peu dit doucement mais sûrement, ton ambition c'est de recruter plus. C'est quoi jusqu'où tu as envie d'aller en fait aujourd'hui? Dans l'idée de recrutement, il y a deux facettes. Il y a la facette de pouvoir avoir des personnes à mes côtés qui font ces tâches pour lesquelles je ne suis pas super douée. Mhm. Et puis, il y a le côté, tu vois, je te disais, groupe, famille, repas d'équipe, soirée de Noël. Ça, j'ai aussi envie de le recréer. Et puis après, il y a aussi des tâches. Tu vois, dans une entreprise, il y a plein de niveaux de tâches. Et moi, aujourd'hui, je m'épanouis plus et ma valeur, elle est plus dans des tâches qui sont plus visionnaires, plus stratégiques, moins opérationnelles. Mais l'opérationnel doit quand même être fait. Donc, est-ce que je peux aussi avoir une équipe? Donc, l'équipe, j'aimerais aussi avoir, tu vois, une bonne vision des échelons en termes d'expertise, d'expérience, d'échelons hiérarchiques. Je voulais pas Oui, dire oui, ce bien sûr, ouais, mot-là, j'entends. mais en termes de niveau de compétence, Mhm. ou plutôt pas de niveau de compétence, Complémentarité, une notion de complémentarité en fait. d'expérience. Ouais. Des personnes plus juniors, j'aime beaucoup avoir des personnes plus juniors à mes côtés pour les former, les accompagner, ça j'aime beaucoup. Mhm. Et après, j'ai aussi envie de personnes de mon niveau d'expérience ou de longueur d'expérience Mhm. pour justement pas mener seule les réflexions stratégiques. D'accord, ok. Ok, très intéressant. Et donc, qu'est-ce que tu as jusqu'alors, si on prend ce sujet-là, est-ce que tu veux qu'on travaille sur celui-là? Allons-y. Oui, ou sinon, si tu en as un autre, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon, on y va sur celui-là? C'est toi qui mènes. Ok. Donc, en fait, qu'est-ce que tu as essayé jusqu'alors pour, justement, en quelque part, j'entends un peu aussi sécuriser les prises de décision. Oui, absolument. Euh, Qu'est-ce que j'ai tenté jusqu'alors? C'est peut-être un sujet dans lequel je me sens encore un petit peu seule. Mhm. Et j'ai essayé beaucoup de choses. Alors déjà, alors c'est mon entreprise, mais je suis pas seule à bord parce que j'ai une salariée depuis le jour 1 qui est mon bras droit, qui s'appelle Géraldine, on a vraiment imaginé Sémanticéo ensemble. Euh, donc
les décisions se prennent à deux, mais comme c'est mon porte-monnaie, il y a toujours cette dimension, tu vois, qui c'est Mmh. pas tout à fait pareil. Donc je suis vraiment pas seule. Et ensuite, puisque j'ai quand même pas de grande facilité justement dans cette compréhension rentabilité, finance, trésorerie, j'ai d'abord choisi de m'entourer d'un super grand et efficace cabinet d'experts comptables. Chez nous en Suisse, ça s'appelle une fiduciaire. C'est des Mmh. personnes qui, à la fois, suivent ta Mmh. comptabilité, toute cette partie-là, mais qui s'occupent aussi de la fiscalité, qui s'occupent aussi de ta déclaration d'impôt, qui s'occupent de pas mal de choses. En Suisse, on a tous une fiduciaire. Et moi, j'ai choisi vraiment une super pointure pour qu'elle puisse avoir ce regard. Aujourd'hui, je pense que je suis petite encore. Je suis petite pour elle dans son portefeuille. Et puis, Mmh. j'ai pas ce suivi. Tu sais, comme chez L'Oréal, on avait des contrôleurs de gestion. Eh ben, moi, j'ai besoin d'un contrôleur de gestion. Et j'ai pas ça à mes côtés. Et j'ai évidemment pas les fonds pour recruter un contrôleur Mmh. de gestion. Donc, je me disais, un DAF externalisé, c'était peut-être une solution. Mmh. Aujourd'hui, non. J'ai pas eu l'échange suffisant. Donc après, j'ai mis autre chose en place. Je fais partie du programme de LMK Training, Lord Matsukis, qui nous aide à avoir une meilleure compréhension de nos chiffres et notamment un meilleur pilotage financier. On est en cours et je me dis peut-être que à la fin, je vais pouvoir acquérir en tout cas une meilleure lecture, une meilleure expertise à ce niveau-là, même si je dois dire que je suis pas sûre d'en avoir trop envie. J'a- 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 J'attendais que tu finisses, hein. Ben non, en fait, je m'amuse pas. Je m'amuse à découvrir le tableau et à en tirer des enseignements, Mmh. beaucoup. C'est ce que j'ai fait pour analyser mon année 2023. Le poids, les différentes sources d'acquisition, quel est le poids de la fidélisation, quel est le poids du recrutement, quel est le poids de- des différentes initiatives qu'on prend. J'aime beaucoup lire et interpréter. Mais une fois que c'est fait, tu vois, j'aime quand on me le sert sur un beau plateau. Voilà. Donc, j'ai pris des gens, tu vois, en externe, mais au niveau de l'interne, dans l'équipe, en termes de management, Mmh. etc., j'ai pas encore su créer ce dont j'ai besoin Mmh. pour un meilleur pilotage et nous aider à la croissance. D'accord. C'est intéressant parce que tu as parlé pas mal de prise de risque et d'investissement. Il est sûr que prendre un DAF, par exemple, ça me fait penser à l'histoire de, je sais pas si tu connais les secrets de Loli. C'est une marque cosmétique, parce que ça devrait te parler pour les cheveux bouclés, afro. Donc moi je suis un peu, la suis parce que un peu concernée par le sujet avec ma fille. Et elle, c'est pareil, elle a dit au bout de, je crois, 3 ans, un truc comme ça, parce elle a commencé ses premiers produits dans la cuisine. C'est vraiment l'histoire, le storytelling, voilà, qu'on connaît, on est habitué à ça, nous. Et en fait, elle disait ouais, elle a tremblé en fait en prenant ce DAF. Donc elle a pris un DAF, donc elle a débauché quelqu'un d'une boîte parce que je sais pas, il s'ennuyait dans son poche, je sais plus trop c'est quoi l'histoire, je me rappelle pas exactement. Mais en tout cas, elle a débauché et elle disait que elle le payait plus qu'elle ne se payait au départ. Et elle dit mais c'est un truc, les gens ils disaient mais t'étais folle. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a une croissance. Et là maintenant, tu vois, elle était dans Qui veut être mon associé pour te donner une idée de là où elle est arrivée, quoi, mais en très très peu de temps. Euh, et donc en fait, c'est toujours ce souci-là de risque, d'y croire tellement, parce qu'il fallait y croire quand même, de prendre quelqu'un que tu payes plus que toi, c'est quand même y croire en ton projet et de se dire, bah, je me donne tous les moyens de réussite. Et c'est vrai qu'il y a un moment, c'est un peu de casser le, se dire, bah voilà, je fais quelque chose dont je n'ai pas les moyens, entre guillemets. Et moi, c'est vrai que je Exactement. l'ai pas mal avec pas mal de clients qui sont face à cette décision qui est plus risquée que toutes celles qu'ils ont prises jusqu'à présent. Et donc, voilà. Donc, je sais pas, qu'est-ce que ça fait écho pour toi, ce que je viens de dire? En fait, notre troisième salarié, on l'a recruté à un moment où c'était pas du tout raisonnable. Hmm. Donc, tu vois, ce côté prise de risque, je me suis dit, elle est là, on n'a pas envie qu'elle parte. Elle avait fait un stage d'une année chez nous. D'accord. Et on n'avait pas envie qu'elle parte.
Et on a dit, allez, on y va. Est-ce que plus de bras, plus de force de travail, etc. Hmm. Et donc oui, le côté prise de risque en se disant, ben, j'investis, j'y crois, je me lance, euh, j'ose. Hmm. Donc moi, j'ai vraiment ça. Dans ce cas précis, ça n'a pas été une décision raisonnable. Donc Et dans ce cas justement, précis, comment, parce que ça laisse des traces, tu vois, quand tu as pris une décision et que au final, avec du recul, tu dis c'était trop tôt, ou plusieurs raisons, tu vois, c'était pas la bonne personne, ou peu importe, tu vois, pour refaire après une décision du même, tu vois, du même niveau de risque, je pense que c'est compliqué. Qu'est-ce que t'en penses? ah, je pense que moi, je suis devenue frileuse. Ce Tu qui est dis normal, compliqué, tu pour moi, dis qui est normal. compliqué. Je pense que je peux l'écrire en majuscule, le mot compliqué. Hmm. Euh, pour moi, ça a été, t'as pas su calculer tes risques. Hmm. Tu, c'est peut-être un peu brusque cette phrase-là, mais tu t'es planté. Hmm. Et donc, la prochaine fois, réfléchis à 12 fois cocotte Hmm. pour que ça se passe pas à nouveau. Donc, dans mon cas, un échec ou une douche froide me rend absolument frileuse et me fait perdre deux choses. La première, c'est d'oser, de dire, Mhm. allez, tête baissée, vas-y. Moi, je suis du Hmm. signe du bélier, donc foncez tête Ah oui. baissée. Ouais. Donc, ça me fait perdre un petit peu de ça. Hmm. Et ça me fait perdre, je ne sais pas si toi, tu es aussi comme ça, mais tu sais, plus tu as la flamme et plus tu déplaces des montagnes. Et plus tu essayes d'éteindre la flamme et plus tu es dans la prudence Hmm. et les montagnes, tu les déplaceras pas. Hmm. Et là, aujourd'hui, je suis dans ce moment-là en disant, retrouve, allez, ose. Tu as pu Hmm. le faire plein de fois. Enfin, moi, j'ai quand même 10 ans, 11 ans d'entrepreneuriat Hmm. où j'ai vraiment fait des chiffres d'affaires de fou. Et je dois retrouver cet état d'esprit de dire, allez, tu sais que quand tu donnes tout, tu déplaces des montagnes. Mais je pense que après une douche froide ou après une décision difficile ou après, ben, je pense que tu es un petit peu peut-être fragilisé Hmm. et il faut un temps. Moi, souvent, je trouve que le temps guérit tout. Et il faut un temps OK, je me suis trompée, j'en tire les enseignements, je mets les garde-fous pour pas que ça arrive à nouveau, et je me relance dans la flamme. Ouais. Et donc, quels sont les garde-fous que tu as vu en fait, que tu as mis en évidence? Euh, alors, je crois que j'ai pas encore bien créé les garde-fous. Je crois que je suis en train de créer les garde-fous, mais c'est justement ce travail que je fais avec Laure, d'avoir D'accord, un meilleur pilotage. Parce que d'accord. finalement, dans mon cas, en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu mauvaise décision, ça a été un risque financier. Hmm. Donc il n'y a pas eu, en tout cas, j'ai la chance de ne pas avoir eu des mauvais recrutements, des mauvais Hmm. collaborateurs, des mauvais clients. J'ai pas eu ça. J'ai des clients fidèles, on travaille dans la confiance, ils règlent leurs factures, alors parfois un petit peu plus que 30 jours, mais, Hmm. mais j'ai pas eu des vrais gros Hmm. problèmes tu vois, d'impayés ou Hmm. bien de collaborateurs malveillants. Bien sûr. J'ai pas eu ça. Donc, D'accord. dans mon cas, les risques ont amené des finances tendues. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là que je dois mieux blinder et donc avoir les meilleurs garde-fous. D'accord. Ok. En fait, ce qui est intéressant, on suit la même personne, Sandrine Glaise, et que j'ai été coachée par elle, donc je peux en parler. Et moi-même, j'accompagne des personnes en fait sur cette notion d'argent, parce que derrière l'argent, il y a beaucoup d'émotions en fait. Il y a beaucoup d'émotionnel. Et donc, quand tu parles d'échec, tu vois, c'est un peu lié. C'est notre rapport à l'échec. C'est encore un autre sujet qui est aussi très émotionnel. Donc tu vois, ça fait émotionnel, émotionnel, tu vois. Donc le sujet est autour, j'ai envie de te dire, parce que là, j'entends le cérébral, la tête qui parle, et, et je me vois tellement, et ça fait écho, tu vois, sur le côté un peu cérébral. Là, l'idée, ce serait de se dire comment essayer de redescendre, lâcher un peu 2 secondes, en fait, la tête, et d'aller descendre sur le cœur, déjà, pour pouvoir se dire, ok, émotionnellement, qu'est-ce que ça m'a fait? Émotionnellement, qu'est-ce que j'ai ressenti dans le corps même, tu vois, de de cette, tu vois, est-ce que j'étais, si tu devais mettre un mot ou deux en termes d'émotion sur ce que tu as
ressenti à ce moment-là? Bah, tu vois, déjà, quand tu dis le mot échec, chez moi, il y a tout qui se coince là en bas, hein. Au Donc, niveau des tripes? ouais, depuis le cœur jusqu'au ventre, D'accord, mon plexus, il n'existe plus. d'accord. C'est Ok, vraiment, très bonne information. c'est un mot, quand tu le dis, directement, c'est ben, je vaux rien, je suis nulle, comment tu peux gérer une boîte, comment tu peux recruter des gens si tu peux pas assumer, etc. Il y a ce côté, c'est marrant, je le dis des fois, que en fait mon équipe, moi tu sais, je suis un peu la maman qui doit donner à manger à tout le monde. Tu sais, ce Mhm. côté payer les salaires, il y a un peu ce côté donner à manger à tout le monde. Donc en fait, c'est tout ça quand tu me dis échec ou j'y suis pas arrivée. Ok, j'ai pas accompli mon job, j'ai pas fait mon rôle, je suis pas à la hauteur. C'est tout ça Mhm. qui ne se dit pas dans la tête, mais qui se ressent à fond. Qui se ressent dans le cœur. D'accord, ok. Et donc, ok. Donc c'est intéressant parce que la responsabilité, est-ce que tu es une personne qui, toi, qui prend vraiment toutes les responsabilités? Parce que j'ai l'impression que tu portes l'ensemble des responsabilités. Tout, Parce que, tout. voilà. Ah Donc, oui, mes épaules. il faut avoir de bonnes épaules dans ce cas-là, sachez. Ouais, ouais. Non, non. Alors, je suis moi, je suis quelqu'un de fiable. Donc, par exemple, un client qui vient à moi, il est assuré du résultat parce que je me suis engagée. Une employée, je me suis engagée. Engagée à plein de choses. À ce qu'elle soit heureuse et épanouie, à ce qu'elle ait un job stimulant, à pouvoir grandir dans ses compétences, à avoir envie de se lever le matin. Un exemple qui est vraiment très parlant, dès qu'il y a une difficulté, un client qui est un petit peu plus sévère, une négociation, un client insatisfait, et maintenant j'essaye vraiment de veiller à ça, mais mon réflexe c'est de dire ok je prends, Hmm. je vais vous éviter cette situation difficile et c'est assez intéressant parce que faire ça, ce n'est pas, alors que je viens de dire je veux les aider aussi à grandir, etc. Ben non, c'est tu sais, tes enfants, quand tu dis laisse, je vais faire, Hmm. c'est pas bien. Tu dois dire faisons ensemble, je te Hmm. montre, fais attention avec l'eau chaude, avec la casserole d'eau bouillante. Alors que souvent, en tout cas, moi, j'ai ce réflexe de dire laisse, je vais faire, Hmm. je te soulage du truc. Et c'est Donc pas la bien. tête, elle a compris, Ouais, mais pas le cœur encore. C'est ce que tu es en train oui, de dire. il a Mais toujours la dit tête, elle a compris. C'est parce que la tête, elle comprend tout, en fait. Elle comprend bien tous les enjeux, tout ce qu'il faut, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est comment je l'intègre. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis et que j'ai envie d'aller creuser, c'est tu dis, en quelque part, je veux pas que les autres ressentent des émotions désagréables. mais complètement, je veux protéger de tout ça. Voilà. Complètement. Voilà. Alors, la question que que je te pose maintenant, comment toi, Sachine, tu vis les émotions désagréables? Euh, je pense que déjà, je peux absorber beaucoup. J'ai, D'accord. je pense que j'ai beaucoup de force et que j'arrive à, ok, c'est difficile, je prends à bras le corps, je me fais aider si besoin et on va surmonter. Et après, j'arrive à dire, ça c'est fait, top. Euh, si l'output a été positif, je dis, yes, t'as réussi, bravo. Ouais. Si l'output a été compliqué, j'ai fait, ouf, j'ai morflé, ouf, que c'est pas quelqu'un d'autre qui a dû le faire. Donc il y a cette dimension de protection puisque j'ai envie qu'elle soit heureuse. Je parle au féminin parce que j'ai des Oui. collaboratrices féminines, hein, mais D'accord. ce serait le cas pareil avec des collaborateurs masculins, hein. Donc, comme j'ai envie qu'ils soient épanouis, heureux, je crois, je me persuade que de ne vivre que le positif va favoriser ça. Alors que des fois, dans l'adversité, quand on arrive à sortir le meilleur de nous-mêmes, ça nous fait encore plus grandir. Mm. Et ça, c'est comme tu dis, ma tête, elle se dit, bah, si des fois je les envoie vers la difficulté, au casse-pipe, comme on dit, ben, peut-être que ça va encore plus les nourrir. Mm. Mais j'ose pas, en me disant, et si ça se passe mal, elles vont peut-être être démotivées, tristes. Mm. Et après, tu sais, mon imagination débordante m'amène à l'étape suivante. Et du coup, elle va pas aimer. Et du coup, elle va quitter mon job. Et après, je me retrouverai toute... Tu sais,
Oui, Voilà. toi, t'es plutôt dans le je vois le futur, qui crée d'ailleurs de l'anxiété, parce que les gens qui Je imaginent prends le pas tout demain. futur, les gens qui imaginent le futur, ça crée de l'anxiété et du stress, donc ça il faut le comprendre aussi. Et donc les personnes, on peut pas y faire grand chose, c'est que on peut juste faire des exercices, des respirations, d'hypnose, des choses comme ça pour essayer de justement faire redescendre le mental, pour qu'il arrête de faire ce cycle-là. Et puis après, avoir quelques réflexes de pensée pour pouvoir apaiser nos pensées, pour ne pas rentrer dans la spirale justement du futur. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je vais te donner un petit concept pour que tu comprennes aussi ta posture par rapport à cette situation. Et comme ça, après, tu me diras ce que tu en penses. Je veux avoir ton feedback, ok? Donc, le concept, c'est, je ne sais pas si tu le connais, le triangle dramatique. J'en ai pas mal communiqué déjà sur les réseaux sociaux, où en fait, tu as trois postures, persécuteur, donc c'est un triangle qui est à l'envers, persécuteur, sauveteur et victime. Je le présente aussi pour les auditeurs et auditrices. Le persécuteur, c'est que ce soit le persécuteur et le sauveteur, ils ont cette particularité qu'ils sentent qu'ils sont supérieurs à l'autre. C'est pas parce que ça s'appelle sauveteur que c'est mieux. C'est-à-dire qu'on estime, dans le cas du sauveteur, que la personne n'est pas capable, et le persécuteur aussi, c'est la façon de s'exprimer qui va être différente. Le persécuteur, il va être plutôt dans rabaisser l'autre, voilà, et le sauveteur, il va plutôt être dans je suis gentil, je prends soin de toi, dans la protection. D'accord? La victime, c'est celui qui est en dessous, c'est pas pour rien qu'il est dans le triangle en dessous, et qui va, lui, se sentir, lui, pour le coup, inférieur à l'autre. Donc nous avons tous et toutes les trois rôles, donc on appelle ça des rôles, ce ne sont pas des personnalités, c'est pas notre personnalité, ce sont des rôles que l'on joue à chaque fois que nous sommes en transaction avec quelqu'un, dans un échange avec quelqu'un, d'accord? Donc, je rentre par un rôle, chacun on a des rôles privilégiés, moi par exemple mon rôle privilégié c'est persécuteur, c'est-à-dire que si je suis dans un état de stress ou dans une situation inconfortable que je ne sais pas gérer émotionnellement, direct, je rentre dans le persécuteur. Je ne suis pas dans le côté sauveteur, moi. Le sauveteur, il vient après, d'accord? Donc, je rentre par là et après, en fonction de la réaction de l'autre, je vais bouger. Je vais peut-être passer à sauveteur, après je vais me mettre en victime. Ah oui, ça veut dire que tu m'écoutes pas. Pourquoi tu veux pas prendre mon conseil alors que moi je suis là pour te faire du bien, je comprends pas. Tu vois, c'est un peu ce genre de truc. Et donc on peut tourner pendant longtemps comme ça dans un triangle dramatique avec une personne. Le problème, c'est qu'on a des triangles dramatiques un peu tout le temps dans notre vie qui n'ont aucune conséquence. Sauf qu'il y a des moments, on n'arrive plus à en sortir dans ce triangle. Et le problème, c'est que la finalité, si nous n'en sortons pas, c'est une rupture de la relation. D'où parfois des personnes qui partent de l'entreprise ou une rupture amoureuse, tout ça. Ils n'ont pas conscientisé que on est dans un triangle, on est dans une relation, un dysfonctionnement relationnel, et donc on reste dedans et donc jusqu'à la rupture. Donc ça c'est le concept. Maintenant par rapport à ce que tu me dis, je te vois sourire. Quel est ton rôle privilégié, Sachine? Quelle horreur! Et tu sais ce qui... Ah bah, sauveteur, hein, si tu me poses la question, sans hésiter. Et en fait, ça me fait... Pendant que tu parlais, j'avais des milliers de flashs à la maison, avec mes enfants, avec mon mari. Moi, ce côté, quand je peux rendre service, mais je revis. Quelqu'un qui est en panne en voiture, est-ce que tu peux m'amener à la gare? Mais j'ai tellement l'impression de me sentir utile. Donc même dans des petits événements du quotidien, sans aucun enjeu, tu vois, émotionnel, j'aime ce côté-là. Et en fait, quand tu l'as dit, je souriais pas pendant que tu expliquais. J'ai été un peu triste de me dire, est-ce que je suis en train de faire penser ou ressentir à l'autre que je le perçois de manière inférieure parce qu'il a besoin que je le sauve? Et non, mais mon Dieu, vraiment pas. Ce serait terrible. Et Ah, c'est mais pas... ça, c'est de l'inconscient. Ce n'est pas, heureusement, tout ce dont je parle est inconscient. C'est-à-dire, heureusement que tu te dis pas, sinon tu serais un peu perverse, manipulatrice, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Attention. Mais par contre, inconsciemment, oui, tu le fais. C'est-à-dire, inconsciemment, un sauveteur, parce que des fois, les gens, ils aiment bien dire, ah, je suis sauveteur. La majorité des coachs, parce qu'en plus, tu as dit que tu aimais accompagner, développer. Donc, juste pour te dire, tu as une dimension coach, à mon avis, qui est en toi, qui est que les coachs, la plupart sont des sauveteurs, d'accord? Et donc, la question étant, quand on prend conscience de cette dimension qui est très présente chez nous, c'est comment on y travaille,
Tu vois? Comment on fait pour déjà se dire, moi je sais que ça m'avait beaucoup aidé le jour où j'ai compris que en faisant ça, je me sens supérieur à l'autre. Et quand tu le dis, je veux dire, c'est à l'opposé de ce que je Ah mais souhaite. bien sûr, mais moi aussi c'était pareil. Sauf que tant que tu l'as pas en conscience, tu le fais sans être conscient. Maintenant que je te l'ai dit, c'est fini. Donc, en fait, Tu as l'idée, tu as maintenant l'idée. Tu sais, tu vas faire, mais tu sais, d'accord? je Mettons. prends, je prends un exemple. Imaginons donc une situation professionnelle au bureau avec peut-être je sais pas, une stagiaire, tu vois, quelqu'un qui vient de débuter, Oui, qui a peut-être, je sais pas, ouais, sa première année d'expérience, tout à etc. fait. Et tout d'un coup, il y a un client insatisfait. Oui. En fait, cette personne, elle a peut-être les ressources en elle pour le vivre et le Ouais. réussir. Mhm. Et en fait, moi, avec ma cape de Superman qui débarque, je me dis, donc moi je me dis, mince, c'est pas un truc cool à gérer, je vais le faire pour elle, pour lui éviter. Mais en fait, ce qu'elle pourrait comprendre, la personne, c'est, Sachine, elle pense que je suis pas capable Mm. et que comme elle est plus expérimentée, elle est la seule à pouvoir le gérer parce que Oui. Et peut-être. donc, qu'est-ce que tu pourrais faire à la place d'intervenir? Alors, quand on en parle comme ça, c'est évident, c'est de dire, on a une difficulté, on a un souci, Ouais. je suis certaine que tu peux le gérer. Sache que si tu as besoin, je suis à tes côtés, on peut le préparer ensemble ou on peut faire du feedback. Je suis là parce que je l'ai peut-être déjà vécu, mais je suis sûre que tu as les ressources. Prends ton téléphone et puis dis-moi. Straight. Là, tu fais beaucoup de paroles. Si tu Ah, dois aller direct, t'as le droit à une phrase. une phrase. Bah, j'imagine que j'ai envie de donner confiance à la personne, donc dire essaye de le résoudre et puis tu me tiens au courant. Non? Encore peut mieux faire. Faire, Parce que là, tu remets encore la personne. Parce que imagine, moi, je me mets à la place de l'autre. ouais, J'entends ça. Moi, ma chef me dit ça. Je me dis, ah ouais, mais si je réussis pas, ça veut ah, dire que je suis nulle. non. Est-ce que c'est juste de dire est-ce que tu sens de le gérer seul ou est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Une question. Et tu laisses le choix à la personne. Exactement. C'est elle qui est capable de te dire ce qu'elle ressent, de te dire. Alors là, on est en train de parler aussi du niveau d'autonomie. Ça, c'est la roue de l'autonomie, c'est le concept clé qui va être dans ma conférence que je suis en train de construire. Donc je l'ai dans ma tête, mais tellement, si tu savais, Chachine, je la connais par cœur. Mais en tout cas, c'est vraiment ce niveau d'autonomie. Parce que c'est pas la même chose. Quand tu me dis, c'est une personne, et c'est bien que tu as donné l'exemple, une stagiaire qui vient depuis 1 an et qui est toute nouvelle. D'accord? Par rapport à toi qui est très expérimenté. Et tu as parlé d'une situation complexe puisque un client difficile. C'est encore plus là qu'il faut savoir où est son autonomie. Est-ce qu'elle est au début, au milieu, à la fin? Et donc, en fait, c'est en lui posant la question et que, en imaginant que toi, parce que je pense que c'est le cas, il y a une ouverture assez grande pour qu'elle puisse dire si elle n'y arrive pas, si elle est capable ou pas capable, tu vois, que ça soit pas un problème. Sachant que quand même, tu as un sujet sur l'échec. Donc en fait, inconsciemment, tu dois envoyer quand même des signaux. Donc je mets un petit truc sur les côtés, d'accord? Sur l'échec. Mais en tout cas, c'est de se dire, en fonction de la situation, si c'est par exemple quelqu'un qui est plus expérimenté, tu feras pas du tout la même question, la formulation de la question. Mais la question sera toujours la même. C'est, as-tu besoin d'aide? As-tu besoin de moi? Est-ce que, tu vois, et c'est de dire soit le choix, ou soit de dire est-ce que tu as besoin de moi? La personne va dire non, non, c'est bon, je gère. Ok, tu continues. La personne a dit ah ouais, là, je le sens pas. Ben ok, ben, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu crois que la personne elle va ressentir si tu fais ce genre de scénario? Bah, la liberté, vraiment. Et absolument, je pense avoir créé un climat de confiance suffisant pour que les gens osent me dire, là, j'y arrive pas. Sans jugement, sans, tu vois. Hmm, Ça, j'ai vraiment, je sais avoir ça autour de moi. hmm. Donc tu te sens dès demain de le faire, ça? À fond, à fond. Et tu sais quoi? En fait, en le disant, moi, je me sens toute libérée. J'ai C'est l'impression chouette. que la vie devient facile.
Chouette, chouette. Alors, on va pas rentrer parce que là, ça fait 40 minutes et si j'aurais trop aimé travailler sur l'échec parce que je pense qu'il y a un sujet Chachine sur l'échec. Donc, on pourrait refaire si tu veux un autre exercice de la même façon avec grand plaisir. Mais c'est parce que forcément, quand nous-mêmes nous avons peur de l'échec, nous incarnons, nous diffusons en pleine inconscience, sans le savoir, plein de signaux par notre non-verbal, par les mots que nous utilisons. Et donc, ça rentre dans le cerveau des autres de manière aussi inconsciente. Donc, ils vont pas être capables de te dire, bah, quand tu dis ça, moi, ça me fait ça, etc. Et donc, c'est d'aller décortiquer son rapport à l'échec, qui est très présent chez les bonnes élèves comme nous, et qui avons été en plus biberonnés à performance, résultat. Voilà, on sait pas ce que c'est que l'échec. Et si on a mal, on tombe, on se relève et on repart, etc. Donc on est un peu Interdit l'échec, c'est interdit. voilà, donc c'est ça. Et c'est comment et moi ce que j'ai compris aussi, c'est une dimension cruciale dans l'entrepreneuriat qui différencie le salariat. C'est-à-dire que moi je faisais une erreur dans le salariat, ça avait peu d'impact entre guillemets à l'échelle du groupe. Je savais que le risque était mineur en fait, si tu veux, en quelque part. Alors que là, un échec dans l'entrepreneuriat, c'est majeur, comme tu nous as expliqué en début, ça peut être majeur. Donc c'est pas la même chose. Et donc comment on le vit émotionnellement aussi cet échec. Donc voilà. Donc qu'as-tu pensé de cette mini séance tu vas me faire un feedback. Ce que j'ai trouvé très très cool. Bah, déjà, je savais pas où on allait. On n'a rien préparé, donc moi je savais pas quelle était la question que tu poserais, donc je savais pas. Donc je trouve hyper intéressant que sur un enjeu 2024 très général, on en soit venu à un truc relationnel et tout. Donc ça, je trouve génial de là où tu m'as amené. Ensuite, un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que ce triangle, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc la théorie, les mots, je les ai entendus, mais je ne les avais pas intégrés. Hmm. Et de prendre une situation où tu me dis tu es là parce que tu dis ça, bah, du coup c'est devenu Hmm. très limpide. Et j'ai beaucoup aimé l'exercice où tu m'as dit qu'est-ce que tu peux faire. Et je suis partie dans un espèce de 12 phrases à la suite, embrouillée. Et là tu m'as vraiment resserré en disant une phrase. Et en fait j'ai adoré parce que j'ai fait faux. La première phrase elle était mauvaise. Et je trouve très bien parce que du coup c'est concret. Maintenant je sais, et c'est devenu simple, je sais ce que je dois faire. Et tu me disais, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Mes épaules, elles sont descendues. Hmm. Je me dis, en fait, c'est que ça. Donc, je suis pas obligée, parce que imagine-toi quand un collaborateur a un souci. T'imagines comme ça turbine dans ma tête? Bien Ok, sûr. c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà mes solutions. J'en ai 12, je l'appelle. Donc, moi, je me suis mis pendant une minute en pression maximale pour résoudre. Hmm. Alors que là, il n'y a pas de pression, j'ai même pas besoin de réfléchir à résoudre. Je vais d'abord demander à la personne ce qu'elle souhaite de moi. Hmm. Et peut-être qu'elle souhaite rien de moi, et du coup, je viens de m'économiser une moulinette de cerveau. Et c'est pour ça, je pense que je me suis sentie super apaisée. Hmm. Donc, je sais que c'était un jeu, mais en fait, c'est pas un jeu. Ça s'est passé pour de vrai. Ouais, non, mais mais là, c'est la puissance du coaching, en tout cas, comme je l'exerce, c'est-à-dire, c'est de repartir soulagé d'un poids. C'est-à-dire, il y a un poids, qu'on ait conscience ou pas. Donc, ce qui était intéressant dans l'exercice qu'on a fait ensemble, c'est il y avait pas de conscience tu n'es pas venu avec un problème ou mais tu es venu avec ce que tu es en train de vivre à cet instant-là en ce moment et on est allé creuser parce que c'est ça qui te permet de te développer en fait en quelque part. C'est quand grâce à ça, on se développe. Et c'est ce que tu dis que je trouve super intéressant, c'est que oui, les réseaux sociaux, tout ce que nous donnons comme contenu toutes les deux, ça aide énormément peut-être à prendre conscience du problème éventuellement, mais c'est difficile après quand on voit des outils de les appliquer à notre propre situation. Et c'est vrai que le fait de faire du coaching, c'est ce que les gens aiment, en tout cas moi, les clients que j'aime, c'est qu'on est vraiment dans leur quotidien. Ils viennent comme toi, sans savoir. Ils n'ont aucun sujet. Et d'ailleurs, ça les perturbe au début parce qu'ils sont pas habitués. Ils disent, non, mais attends, il faut que je vienne avec quelque chose. Non, tu viens avec les sujets que tu as, qui te prennent la tête en ce moment, et on pose, et on voit lequel qu'on travaille pendant la séance. Et et c'est vrai que ça part, comme tu dis, des fois un peu dans tous les sens. Mais l'objectif, c'est se développer et devenir un leader, en fait. Un leader de soi, un leader d'équipe. Moi, j'ai beaucoup quand même des gens qui ont des équipes. Donc, un leader d'équipe. Et ça travailler sur son identité, sa posture, de qui on est. Et donc, ça, on travaille. Il teste pendant un mois, parce que nos séances, elles sont espacées d'un mois. Il teste, il teste, il teste.
et ils reviennent. Et à chaque fois, moi, c'est magique parce que moi, j'ai des trucs où c'est une autre personne. C'est comme si tu vois une personne. C'est très bizarre, hein. Un jour, un mois après, elle a intégré. Tu me diras dans un mois, ce serait intéressant de faire le petit call ensemble après un mois pour savoir ce que tu as fait de ça, ce serait génial. Un mois après, elles reviennent et elles disent, bon alors, grâce à ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elles ont retrouvé l'audace, elles ont retrouvé le courage, elles ont retrouvé la confiance en elles, etc. pendant un mois. Après, il y a d'autres écueils qui arrivent. Et donc, elles viennent avec leur nouveau. Mais c'est à un autre niveau, tu vois. Et rebelote comme ça pendant plusieurs mois. Et c'est ça que moi, je trouve formidable. C'est qu'on voit. Moi, j'aime voir, justement, quand tu disais, t'aimais voir les gens se développer, cette croissance qui est des fois même exponentielle. C'est-à-dire qu'au début, des fois, ça. Je me dis, oula, ça avance pas trop. J'ai l'impression de rien faire. Franchement, des fois, je me dis, mais je sers à rien, quoi. Et d'un coup, pof! Il y a des gens qui passent comme ça. Puis il y en a d'autres qui c'est plus doucement, tout doucement à chaque fois. Tu vois, chacun est différent. Mais il y a toujours ce truc où on devient une autre personne. C'est ce qu'on appelle la transformation identitaire. Et c'est ce que moi j'aime accompagner. Donc, donc en tout cas, merci Chachine. Alors, une dernière question, parce que je voulais faire une question signature pour ce podcast, parce que nouvelle saison, question signature, donc je te la donne. Si tu avais 1 milliard d'euros, que changerais-tu dans le monde? 1 milliard, ça ouvre le champ des possibles. Euh, Moi, je suis une madame fait plaisir. Mhm. Donc, je choisirais vraiment un sujet où je peux faire plaisir. Moi, je pense à énormément de personnes, mais même pas forcément le monde éloigné, mais entourage proche, pour qui c'est compliqué. Le logement, la nourriture, etc. Je suis beaucoup confrontée à la précarité. Je suis bénévole dans plusieurs associations et c'est quelque chose qui vraiment me touche, mais en plein cœur. Peut-être parce que je me sens privilégiée aussi de pas. Mhm. Donc, je l'utiliserai pour un travail. Je ne sais pas quelle forme ça ferait, mais je créerais quelque chose pour lever, en tout cas à mon niveau, la précarité. Et je pense que ça passerait aussi par une grande dimension d'éducation. Mhm. Parce que je me rends compte qu'il y a encore trop de personnes qui n'ont pas accès à Mhm. l'éducation, quel que soit le niveau, pour après aspirer à la vie qu'ils pourraient mériter. Donc je pense Mhm. qu'avec, parce qu'un milliard, vraiment, La fondation Sachine Mais Siro. si tu m'avais dit tout de La suite, fondation est créée, ça y est. j'aurais dit un truc pour ma boîte, tu vois. Mais non, là, c'est trop grand. Donc, voilà, je fais partie de ces gens quand elles regardent ce qui se passe dans le monde, qui ont les larmes aux yeux et qui disent c'est pas juste. Mhm. Donc, je l'utiliserai pour amener de la justice dans le bien-être, une vie comme les droits de l'homme le disent, en fait, tu vois. D'avoir Mhm. un toit, d'avoir de quoi manger, de pouvoir répondre à tes besoins fondamentaux. Et je suis pas d'accord qu'on ne soit pas tous logés à la même Mhm. enseigne. Pour moi, tout le monde doit au moins manger et avoir un toit. Je suis tout Ouais. à fait d'accord, je partage complètement. En plus, on est en hiver, donc Mhm. tu entends, tu vois, température sous zéro, Mhm. les gens qui n'ont pas de logement, ça me révolte. Mhm. Reste révolté, Sachine. On a besoin de gens révoltés sur ce sujet. Je te remercie infiniment, mais vraiment infiniment pour cette. J'ai adoré, en tout cas, ce moment avec toi. Ça m'a reconnecté avec mes séances, avec mes clients. Donc, t'as joué le jeu. Donc, merci pour ça. Faut faire preuve de courage. Et puis, j'espère que surtout que ça va t'aider aussi dans ton cheminement. Donc, voilà. Donc, un dernier mot, ce que tu as envie de dire aux auditeurs, auditrices? Bah franchement, merci. Merci parce que j'appréhendais un peu, tu sais pas, dans une séance, qu'est-ce qui peut sortir? Et je me suis dit, mon Dieu, si je finis en larmes, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'étais en confiance parce que c'est toi, mais quand même, je savais pas ce qui allait se passer. Et vraiment, je tiens à dire que rien n'a été préparé, on l'a vécu en live. Peut-être qu'il y a des gens qui auront envie de faire l'exercice. Et vraiment, je recommande de faire l'exercice en podcast ou en vrai, en personnel avec toi, parce que même si c'était juste un petit podcast de 40 minutes enregistré,
ce qui s'est passé, c'était vraiment réel. Donc, je pense que tu es très forte et je te remercie pour ça. Merci beaucoup, en tout cas, et merci, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de ce podcast. Et j'espère que si vous avez entendu l'appel de Sachine, si ça vous dit de faire le même exercice qu'elle, je serais ravie de vous inviter sur le podcast ou via un café Zoom. On peut faire aussi ce même exercice. Vous trouverez le lien dans le résumé de l'épisode. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci Fabienne.